J'aurais une première question. J'aimerais poser à Thomas. Donc tu as débroussaillé tout ça, tu as sorti, tu avais dans ta tête imaginé le sacre. Ça passe entre les mains de Sébastien. Oui. Et tu as déjà écouté tu as quel sentiment par rapport à ce que tu as travaillé? Comment tu ressens l'œuvre? Moi, j'ai pas travaillé dans mon coin et j'ai pas livré quelque chose. Bon, ben voilà ce que je peux te donner, puis tu te débrouilles avec. En fait, nous, on travaille depuis plusieurs années maintenant ensemble, et ce qu'on aime justement, c'est de travailler, de construire ensemble. Et tout se fait en parallèle, c'est-à-dire que il y a les contraintes scientifiques, historiques. Moi, je dis, bon, ben voilà comment ça a probablement été. Voilà, page temps, le recueil de 1720, page temps, le recueil de 1754. Et Sébastien me dit souvent quelque chose, mais oui, mais moi, j'ai les contraintes. J'ai moi aussi des contraintes. Et en fait, ça fait réfléchir. C'est-à-dire que... voilà, voilà, les principales contraintes, c'est ça, mais il y en a d'autres. Mais... quelque part, quand on voit quelque chose sur le papier, quelque chose d'aussi, je dirais, ordonné qu'une cérémonie de sacre, effectivement, comment, moi je vois ça sur le papier, je me dis, bon, bah, finalement, comment ça peut sonner, quelque chose comme ça. Et Sébastien me dit, bah, là j'ai des contraintes d'instrumentistes, de chanteurs. Alors, et en fait, à l'époque, ils avaient aussi des contraintes. Je disais que tout à l'heure, entre ce que le document, le cérémonial idéal qu'on publie juste avant le sacre, et puis la relation qu'il en est fait, on voit, et j'y ai fait allusion, on voit qu'il y a des contraintes. Et finalement, les contraintes d'aujourd'hui rejoignent celles de l'époque, même s'il y avait moins de difficultés. Enfin, le roi avait sa musique, et une fois qu'il emmenait sa musique, tout le monde était potentiellement... Enfin, tout le monde devait faire ce qu'on avait prévu. Mais il peut y avoir des contraintes de lieu, des contraintes d'espace, des contraintes de construction éphémère. Enfin, je ne sais pas, un échafaudage qui s'écroule le matin du sacre, le matin de la cérémonie, bah, il faut faire quelque chose. Donc il y a des impondérables. Et c'est ça qui est passionnant, c'est-à-dire que nous, on fantasme un peu comme scientifiques sur nos papiers et nos manuscrits poussiéreux. Et alors, quand il faut mettre ça en œuvre, c'est ça qui est magique, c'est que on comprend dans la mise en œuvre moderne les contraintes et les paramètres auxquels eux-mêmes, à l'époque, ont probablement été confrontés aussi. Et donc, ça, par retour d'expérience, je parlais de ça, mais moi, ça m'aide à comprendre ce qu'est la musique de cette époque-là. Parce que c'est une musique fonctionnelle, c'est une musique de contrainte, c'est pas une musique fantasmée, c'est pas une symphonie de Beethoven, un quatuor à cordes. C'est de la musique qui a été écrite pour une cérémonie et qui doit se fondre dans un cérémonial. Ce qui prime, c'est le cérémonial. Après, il faut s'adapter. Et aujourd'hui, c'est exactement la même chose. Et donc, on arrive à... Moi, ce qui me fascine, effectivement, quand on travaille ensemble, c'est de... moi, ça m'aide à comprendre comment pouvait fonctionner cette musique, parce qu'aujourd'hui, il y a les mêmes des paramètres assez comparables, finalement. Voilà. Comment on va où est-ce qu'on va mettre les hautbois, qui va jouer, à quel diapason? Le problème du diapason, ça c'est récurrent. Hein. Les musiciens, moi je suis musicien moi-même, alors quand il faut savoir à quel diapason on joue, c'est toujours un problème. À l'époque, c'était un problème aussi, mais ils avaient des systèmes pour se débrouiller. C'était système D, hein, beaucoup. Il n'y avait pas quelque chose d'hyper carré, il fallait que chacun puisse remplir son office et être prêt le jour J. Quelles que soient les contraintes, il fallait rendre une copie. Et donc il fallait que ça fonctionne. Et une fois, parce que c'est complètement éphémère, oui, on n'a pas le droit à une deuxième chance. Hein. Oui, c'est ça. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu. Si.
Bonsoir. Le cérémonial du sacre et l'onction des rois de France. Est-ce que d'autres rois d'Europe ont eu cette même onction? Oui, je l'ai évoqué tout à l'heure, les rois d'Angleterre. Les rois d'Angleterre qui sont sacrés. Donc avant le couronnement, il y a cette onction. Alors encore une fois, mais c'est vraiment de toute façon un document extraordinaire de voir le couronnement, enfin le sacre d'Élisabeth II. Et on a aussi des images du sacre de son père, hein, Charles VI. À un moment, il y a l'onction donc qui se fait sous un dais. Mais complètement à l'écart, mais à l'écart même des prélats qui ne sont pas autorisés. Donc en fait, tout est caché et que cette onction divine doit se faire hors de toute vue. Il n'y a que le souverain qui est habilité à voir cette cette symbolique du pouvoir divin qui lui tombe sur la tête, si je peux dire, au sens propre. Et donc ça, vous le voyez, on le voit, on ne voit pas l'onction parce que justement elle est cachée, mais on voit cette cérémonie de l'onction dans le document qu'on peut voir sur le couronnement d'Élisabeth II. Donc c'est un moment extrêmement sacré, et il y a, me semble-t-il, qu'en Angleterre, en tout cas pour les souverains d'Europe, il n'y a que le roi d'Angleterre qui est sacré comme le roi de France. Et les autres souverains ne sont pas d'essence divine. Après, on peut contester le bien fondé des choses, on n'est pas là pour en discuter. Mais le roi d'Espagne, le roi des Pays-Bas, tout ça ne sont pas sacrés. Ils ne sont pas de droit divin. Donc, c'est ce qui explique aussi qu'ils peuvent abdiquer comme ils veulent. Hein, voilà. Et ce qui explique aussi que la reine d'Angleterre n'abdiquera jamais. Et qui explique aussi, et pour couper court à toute polémique, c'est que son successeur, c'est son fils. Hein. Il n'y a pas d'interruption. Même si le prince de Galles doit régner un jour, même une heure, il sera roi. Voilà. Il y a la continuité. On ne peut pas sauter une génération en vertu de cette essence divine de l'onction. Voilà. Alors, encore une fois, voilà, on peut la contester, mais c'est comme ça. Voilà. Alors, est-ce qu'il existait le couronnement des reines? Oui. Je pense que, par exemple, quand Henri IV s'est marié, il était peut-être a été à Chartres. Oui. Je pense qu'il était déjà marié, du moins avec la reine Margot, si ce n'est avec Marie de Médicis. Donc, mais pour les autres reines, donc Marie-Thérèse d'Autriche, etc., quelle était la cérémonie à Reims ou pas? Voilà. Non, pas à Reims. Là, c'était plutôt à Saint-Denis. Alors, en tout cas, pour Marie de Médicis, c'était à Saint-Denis. Pour la reine Anne de Bretagne, c'était à Saint-Denis. Alors, toutes les reines ne sont pas couronnées. Alors, elles sont reines, mais le couronnement leur donne un pouvoir politique. Et elles sont reines par décision du roi, qui organise le couronnement de la reine pour lui déléguer ses pouvoirs. Donc s'il n'en ressent pas l'utilité, il ne le fait pas. En général, ça intervient à un moment où le roi... elles le sont toutes plus ou moins couronnées. Enfin, je ne sais pas quelle reine n'a pas été couronnée. Bon. Il y a toujours une cérémonie au moment où le roi doit partir en guerre, par exemple, et où il délègue le pouvoir, pas toujours la reine, hein, ça peut être un conseil, donc là il n'y a pas besoin de couronner la reine, mais si c'est la reine qui est déclarée régente du royaume en l'absence du roi, eh bien elle est couronnée, et donc là il y a aussi un cérémonial. Alors elle n'est pas sacrée, mais elle est couronnée. Donc c'est une sorte de délégation finalement de pouvoir. Donc je sais que oui, Anne de Bretagne a été couronnée même 2 fois, pas parce qu'elle a été reine 2 fois, mais parce que le roi l'a faite couronner 2 fois, pour pouvoir gouverner. Elle est le roi, en fait, en l'absence du souverain. Marie-Thérèse d'Autriche, donc la femme de Louis XIV, a été couronnée, puisque c'est elle qui gouvernait aussi pendant que le roi était... Pardon ? La dernière reine couronnée, c'est Marie de Médicis. Oui, alors, pardon, je...
Oui, oui, ben en le disant, j'avais un doute, effectivement. Mais effectivement, elle a quand même, elle a été nommée régente une fois pour... Ouais, ouais, ouais. Ah, excusez-moi. Ben, on en apprend tous les ans, heureusement. Bonsoir. Moi, je voudrais savoir comment vous choisissiez la tonalité pour jouer, parce qu'il n'y a pas de clé. Alors, oui. Alors, il y a des clés, mais elles ne ressemblent pas forcément à celles qu'on fréquente dans les éditions modernes. Donc ça, c'est le manuscrit de Tours ou le Deslauriers, je sais plus. C'est le Deslauriers. Au gré de ce manuscrit, il y a plein de systèmes de notation différents qui rendent la lecture parfois compliquée. Certaines pièces, en fait, c'est les voix d'hommes qui sont notées en haut, puis on descend, plus ce sont les voix de femmes. Il y a tout un système de notation qui ne ressemble pas à notre système moderne, mais disons que on peut les lire et les décoder. La question, c'est plutôt celle qu'évoquait Thomas tout à l'heure, c'est la question du diapason. Oui. Dans le sens où, à cette époque-là, les différents corps de musique dont on a parlé, la chambre, la chapelle, de l'écurie, c'était des musiciens de la même époque, de la même cour, mais ils pouvaient jouer avec des diapasons différents. Donc, dans le cadre d'une cérémonie unique, où parfois ils sont amenés à jouer ensemble, la question c'est quel diapason on choisit pour accorder tous ces gens-là. D'autant qu'un même instrumentiste, et ce sera le cas encore la semaine prochaine, va pouvoir jouer différents instruments, tous à des diapasons différents. Donc il y a tout un jeu intellectuel de transposition à vue, un jeu de maîtrise de son instrument pour pouvoir s'adapter en temps réel, mais c'est une question effectivement très complexe. J'ai une autre petite question. Il me semble que Louis XIV, enfin c'est Louis XV qui a succédé à Louis XIV, mais c'était les petits-enfants et non pas les enfants. Oui, même. Oui, parce que les descendants directs sont morts. Donc c'est le successeur logique, dans la suite logique. C'est l'arrière-petit-fils. C'est l'arrière-petit-fils. Voilà. Il a perdu son fils, il a perdu ses petits-enfants, donc les fils du fils. Et donc le seul restant, c'était le petit Louis XV, qui avait 5 ans quand son arrière-grand-père est mort. Comme Louis XIV, au moment où il perd son père, alors lui, c'était son père. Voilà. C'est direct d'Henri IV à Louis XIV. Et après, même le Louis XVI est le petit-fils de Louis XV, ce n'est pas le fils, puisque le dauphin est mort, enfin le père de Louis XVI. Voilà. Mais en tout cas, c'est une succession naturelle. Voilà. D'autres questions ? Bonsoir. Avez-vous pu dénombrer le nombre d'instruments qui étaient utilisés lors du sacre? Alors, pour ça, l'indication la plus précise qu'on ait, c'est celle, d'une part, qu'on vous a montrée, ce sont les gravures, donc, qui ont leur part d'inexactitude, parce que, comme disait Thomas, elles représentent plein de choses et non pas un instant, et non pas une photographie. Et la deuxième chose sur laquelle on peut s'appuyer, c'est sur les corps de l'époque, c'est-à-dire la chapelle royale à cette époque-là. On a à peu près une idée des effectifs avec différentes sources, mais notamment si je ne me trompe pas, c'est les États de la France pour cette époque-là, qui sont comme une sorte de grand cahier des fonctionnaires du temps et qui nous permettent de savoir qu'à l'époque, dans ces années 1650, à la chapelle royale, on emploie X chantres, X enfants, X organistes, etc. Donc on se dit simplement, si ce corps-là est amené à se déplacer à cette occasion-là à Reims, probablement il est au complet et ça représente X musiciens. Donc tout ça cumulé fait qu'on arrive à un... Oui, est-ce qu'on parle d'une petite centaine probablement de musiciens au total? Voilà, c'est quelque chose d'assez hypothétique, mais... En tout cas, en essayant de copier tout ce qu'on sait de ces effectifs-là aujourd'hui et avec la contrainte énorme d'un budget en 2020, nous, on sera 70 à peu près. Voilà.
Merci. Juste une autre petite question, c'était au niveau des instruments. Vous avez pu réutiliser les instruments de l'époque, c'est-à-dire retrouver les mêmes instruments ou utiliser des instruments modernes qui ressemblent aux instruments de l'époque? Alors, c'est un peu entre les deux, parce que les instruments qu'on utilise la plupart du temps sont des copies relativement fidèles des instruments de l'époque. Alors, ça dépend un tout petit peu, parce que les flûtistes vont avoir des copies, les théorbistes vont avoir des copies, mais les violonistes, pour beaucoup d'entre eux, ont des violons d'époque. Une autre spécificité que vous verrez si vous remarquez les choses en détail, c'est que les violonistes jouent avec des tout petits archets qui sont, eux, très typiques de la manière de jouer les violons dans ces années 1650, et qui donnent un son beaucoup plus direct, beaucoup plus brillant, et assez différent de ce qu'on peut entendre par ailleurs. Une autre chose qui vous frappera probablement sont les hautbois, parce que c'est à une époque à laquelle ce qu'on connaît comme le hautbois baroque, qu'on pourrait entendre dans une cantate de Bach aujourd'hui, n'existait pas. Donc ce sont davantage des instruments qui ont une forme de rugosité qui fait penser aux instruments de la Renaissance. Donc ce sont des chalmis, des dulcianes, et qui là amènent une sonorité vraiment qui nous ramène plutôt vers la Renaissance. Mais en tout cas, tous les instrumentistes que vous allez voir la semaine prochaine ont tous un soin très particulier sur ces questions. C'est-à-dire, par exemple, si on parle de ces chalmis, donc ce sont deux joueuses de hautbois qui vont venir avec des hautbois, des chalmis, des flûtes à 520 Hz, si on reparle du diapason, toutes sortes d'instruments qui permettent d'avoir un nombre de couleurs incroyables avec une seule personne pour les jouer. Merci. Oui, mais une question en fait, mais est-ce qu'il n'y a pas eu une évolution dans ta manière de travailler? Parce que tu dis, on ne prend pas une partition, puis paf, on la joue. Mais au départ, quand même, je ne sais pas, le disque de Moulinier, tout ça, au départ, quand tu prenais un auteur, c'était bien pour le jouer, c'était pas... Ah mais tout à fait. Alors, ce que je dis n'est pas absolument rigoureusement chaque partition, mais tu fais bien de le noter. Par exemple, Moulinier, la musique, elle était publiée, parce qu'il y avait eu ce travail du Centre de musique baroque de Versailles avant nous. Donc, là où on a travaillé avec Thomas, c'est pas tant sur l'établissement de la partition que sur la manière dont on peut jouer. Parce que finalement, la musique, elle est éditée de façon très lacunaire. On indique 5 lignes avec du contrepoint dessus. Et alors, qui joue? Combien de personnes? Quels instruments? Et tout ça, on ne sait rien. Donc on a travaillé, par exemple, sur ce cas de Moulinier, sur ce qu'était la musique du frère de Louis XIII, Gaston d'Orléans. Des différents endroits où il a circulé, des musiciens qui ont travaillé pour lui, là aussi des états de sa maison, c'est-à-dire des carnets où on note qui a travaillé pour lui quelle année, pour arriver à une hypothèse qui était une hypothèse d'effectifs et d'instruments, donc on pourrait dire d'instrumentation, pour faire entendre cette musique-là d'une certaine manière. Or, cette manière, elle était totalement différente de ce qu'on avait pu entendre il y a 30 ans, où spontanément, en voyant cette partition, on aurait joué avec un grand chœur, avec des cornets, des sac-boutes. Pas du tout. C'était a priori conçu comme du madrigal, donc avec 1 ou 2 chanteurs par voix, quelques viols, luth, flûte, mais donc une couleur totalement différente de ce qu'on pouvait imaginer, parce que la partition, elle dit trop peu. La partition, elle dit 5 portées de musique, faites-en ce que vous voulez. Elle dit rien de plus. Donc voilà, ce travail de recherche, de cogitation, il n'est pas forcément juste sur l'établissement d'un texte musical, il peut être sur aussi comment, de cette partition-là, on va pouvoir sortir des sons. Alors il doit se poser un problème là, pour les instruments, effectivement. Moi je pensais pour la voix, la prononciation. Enfin, j'ai pas travaillé sur le latin, mais bon, en français, je sais pas, oui. C'est un peu difficile de savoir comment on devait prononcer. Et oui. Et alors donc Bernard parle de la manière de prononcer le français ou le latin à l'époque. Bon, même chose, il y a des spécialistes qui ont travaillé beaucoup là-dessus et qui donnent des hypothèses. Ils sont généralement pas du tout d'accord entre eux. Donc il faut que nous-mêmes, on juge les plus sérieux d'entre eux et qu'on se fasse aussi un propre avis qui est lié au résultat.
hein, au résultat sonore. Donc, par exemple, pour le latin, il y a un spécialiste suisse qui a beaucoup travaillé sur la prononciation du latin avec des sources extrêmement pertinentes et très convaincantes. Et on s'appuie sur ces travaux quand on doit chanter en latin de la musique française du XVIIe siècle. Oui, parce qu'il n'y a aucune chance, en fait, que dans certaines régions de France, ou, je sais pas, ou au Québec, ou je sais pas où, il reste des bouts de prononciation, où il reste... Oui, ça, les spécialistes, moi je ne suis pas spécialiste de prononciation, j'aborde un petit peu la question, mais eh bien, on se pose effectivement la question des régionalismes qui se transmettent, alors là, de tradition orale, et là, c'est la même chose, on essaie de confronter ça avec les sources écrites, puisque sur la prononciation, alors on a des manuels de prononciation, alors beaucoup pour le français, de l'époque. Comme disait Sébastien, il y a plusieurs manières de faire, et même à l'époque, ils n'étaient pas d'accord entre eux. Pour le latin, c'est pareil, on a des manuels de prononciation à l'usage des enfants, donc c'est à travers ça qu'on arrive à comprendre comment on prononçait. Mais effectivement, on prend en compte aussi des régionalismes, et c'est tous des linguistes qu'on va consulter, et qu'on régulièrement, d'ailleurs, pour Moulinier, hein, on avait convoqué, si on peut dire, plusieurs spécialistes de divers aspects, alors de la prononciation, du contrepoint. Moi, j'avais travaillé sur les archives donc de Gaston d'Orléans et sa musique, et on s'est réunis autour de la table pendant 3 jours, je crois, à Royaumont, pour un séminaire de recherche, c'est-à-dire qu'on a confronté vraiment, et on est allé dans la matière et dire ah oui, voilà, si c'est comme ça, alors comment on le fait dans la partition, voilà. C'est vraiment un atelier de recherche pratique en fait. Voilà. Et juste pour répondre une petite anecdote sur cette manière de prononcer le latin à l'époque, les sources elles sont très variables, mais il y en a une qui est par exemple assez rigolote, qui est un abbé tourangeau qui publie un petit recueil de calembours et de jeux de mots en latin. Sauf que pour que ça fonctionne, il faut les prononcer d'une certaine manière pour que ça ressemble au français. Donc on déduit que le latin se prononçait d'une certaine manière à l'époque, simplement pour que ces blagues fonctionnent. Donc voilà, c'est des sources un petit peu parallèles, mais qui sont assez amusantes. Céline, tu... Oui, je fais un commentaire, puis je vais passer à Céline pour un remerciement complémentaire à l'équipe, à toute l'équipe. Là, vous avez compris que la logique de cette conférence, c'était de pouvoir assister au concert. Et quand on a bouclé la conférence, il n'y avait plus de place pour le concert du 23. Voilà. Donc pour ne pas vous obliger à aller écouter le concert à Caen, donc vous avez décidé d'ouvrir la Générale à un tarif intéressant, de façon à ce que vous puissiez tous assister, si vous le souhaitez, comment le Général. Alors voilà, donc je te laisse faire un commentaire sur la Générale. Juste vous indiquer donc du coup voilà la date, puisque exceptionnellement on a décidé d'ouvrir la Générale, ce qui est assez rare évidemment pour nous les musiciens, et donc ce sera le 22 mai à 20h, voilà, pour vous permettre de donner corps voilà, à toutes ces hypothèses dont on a parlé ce soir. Et vous avez, je crois, toutes les informations, alors soit dans la newsletter que vous avez reçue, qui était donc pour cette conférence, ou sur le site de la Confluence des Sapins. Sur le site ou sur la fiche que vous avez pris ou que vous pouvez prendre en sortant. Voilà, en tout cas, merci d'avoir ouvert la Générale de façon à ce que tout le monde puisse y participer. Je précise juste une chose, ce ne sera pas une Générale comme un opéra qu'on joue la veille et qu'on file de A à Z. Ça va être un foutoir épouvantable. Et je préfère vous prévenir parce que ce sera la première fois pour ce jour-là qu'on va réunir tout le monde sur le plateau, donc avec une implantation totalement différente, avec 20 gamins qui découvriront les 50 musiciens de ce projet. Donc ce sera une séance de travail à laquelle on vous propose de participer. Donc ça a aussi son intérêt, c'est-à-dire que vous verrez comment se prépare un projet comme ça à J-1 dans le lieu du concert.
Alors, moi, j'adorerais enregistrer ce projet, mais c'est un truc assez invendable. Hein. Je vous rappelle qu'on vit en 2019. Donc, je ne dis pas non, mais pour l'instant, je n'ai pas de oui en face. La principale contrainte réside dans ce petit objet en cuir qu'il y a dans votre sac à main. Généralement, c'est toujours une histoire d'argent. Donc aujourd'hui, il n'y a pas encore la solution. Mais voilà, je pense que c'est un projet en tout cas qui a sa part d'inouï. Et si ça n'est pas enregistré, ce sera à la fois un regret, mais aussi une chance parce que ça veut dire qu'on va assister au moment du concert à un truc qui n'a pas sonné depuis 1650, qui va ressonner en 2019 et qui repart dans les oubliettes. Et finalement, l'éphémère a aussi du bon. Mais si vous êtes une entreprise et si vous avez quelques dollars, il n'est pas interdit de verser une cotisation à la Fondation Musica Solis. En tous les cas, je vous y encourage, d'autant que l'État vous fait bénéficier d'une déduction de 66%, ce qui n'est pas négligeable. Merci à Thomas et merci à Sébastien.